Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, à la une de ce magazine, on parle de double attaque dans le sud-est du Mali où il y a eu 7 morts et de nombreux blessés après la double attaque donc des collectivités donc de Boura et de Kouri. C'est dans la nuit du dimanche au lundi 20 mai dernier. Des hommes armés donc non identifiés ont attaqué le poste de contrôle de Kouri et le village de Boura. C'est dans le sud-est du Mali. Félix Tshisekedi nomme Sylvestre Ilunga, Premier ministre de la RDC. Sylvestre Ilunga, donc Ilukamba, a été donc nommé donc par le président donc Félix Tshisekedi hier. Cette nomination est survenue quelques heures seulement après la démission de Bruno Tshibala en poste depuis avril 2017. Nous revenons donc en fait sur cette information de pluie torrentielle donc, qui ont fait plus de 15 morts et 2 blessés la semaine dernière donc, et plusieurs familles sinistrées toujours au Mali. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce soir, qui recevons-nous, auteur de plusieurs livres, il s'appelle Mohamed Amara. Bonsoir, docteur Mohamed Amara. Bonsoir, Juvénal. Comment allez-vous? Oui, très bien. Merci aussi de notre invitation. Pourquoi là ce soir, vous nous parlez donc de cette belle œuvre littéraire, Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être. Quand on lit cette œuvre, on a l'impression qu'en fait les informations qui ont été données en titre aujourd'hui sont plus que actuelles. Comment expliquer cela? Merci Juvénal de m'inviter à parler du Mali et de l'Afrique. Effectivement, pour répondre à votre question, c'est parce que ces informations-là, la situation qui est décrite dans ce livre sont les situations qui sont des situations d'injustice et d'inégalité et plus particulièrement des problèmes de développement et de gouvernance. Et donc ce qui se passe au Mali suite à ces pluies torrentielles qui ont causé des morts, ces pluies-là, leur cause c'est lié tout simplement à des problèmes de politique de développement qui ne sont pas concentrés sur le système de drainage des caniveaux, etc., etc. Et donc, ce qui est dit dans ce livre est d'actualité parce qu'elle concerne les situations quotidiennes des Maliens et des Africains, et surtout de l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Amara, j'ai lu ce livre. Il est très agréable à lire d'ailleurs. Il est édité chez Granvaux. Je l'ai lu en 5 jours. Et moi, quand je suis l'actualité, je me demande si ceux qui sont en poste au Mali, s'il n'y a personne à même de voir ce que vous décrivez, malgré les multiples accords de paix, malgré les multiples rencontres, les multiples sommets et toute la communauté dite internationale qui veille autour du Mali aujourd'hui. Comment expliquer qu'il n'y ait que ce que vous dites dans cette œuvre, personne n'y songe, que se passe-t-il? Merci Julien pour dire que le livre, vous l'avez lu facilement, qu'il était agréable à lire. Mais écoutez, par exemple, moi je reviens de Conakry. J'ai été à Conakry dans le cadre des 72 heures du livre. Je suis resté une dizaine de jours. Je suis allé jusqu'à Farana, qui est la ville de naissance de Sékou Touré. Pour ceux qui le connaissent, donc le premier président guinéen qui a dit non en 58 au général de Gaulle. Et les mêmes problèmes qui sont au Mali, au Niger, ces mêmes problèmes existent en Guinée-Conakry.
Parce que tout simplement, les dirigeants africains, en tout cas d'aujourd'hui, ou les décideurs africains ou maliens, c'est pas parce qu'ils ne voient pas, c'est pas parce qu'ils ne côtoient pas ces problèmes-là qui sont décrits, c'est parce qu'ils ne se donnent pas le temps. Ils ne font pas le pas d'à côté pour regarder et se dire, écoutez, on a en face de nous des situations d'injustice, des situations pour lesquelles nous sommes là, pour lesquelles nous avons été nommés, pour lesquelles nous avons été élus, qui relèvent de l'intérêt général, l'intérêt collectif. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et personne ne fait rien parce que derrière, on est dans des pays, dans des nations où personne n'est puni. Ceux qui abusent donc des deniers publics ne sont pas punis, ne sont pas condamnés, et donc tout le monde fait pareil. Donc il n'y a aucune exemplarité, et c'est ce qui fait que ce que je dis là est touchant, parce que c'est la réalité. Je donne un exemple concret et je termine là-dessus. Dans ce livre, moi je suis enseignant-chercheur à l'université de Bamako en même temps. Un jour, j'apprends qu'un de mes collègues à l'hôpital, et l'après-midi, il décède. Il décède suite à un accident de moto, de voiture. Sa cheville s'est éclatée. Il va à l'hôpital public, à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Il n'a pas été pris en charge rapidement, comme il fait chaud. Et donc, la blessure se décompose rapidement. Et donc, le chirurgien qui doit l'opérer était dans une clinique. Il revient de sa clinique. Il va le rapatrier dans sa clinique. Je fais vite. Il l'opère, sauf que la plaie, le pied, ça s'est gangréné. On l'envoie dans l'hôpital militaire de Kati. On lui coupe la jambe, une cheville éclatée, et le lendemain, il meurt. Ça en dit quoi tout ça? Ça en dit tout simplement les situations qui sont des situations d'impunité, parce que ce n'est pas concevable. Quand on est médecin, qu'on signe le serment d'Hippocrate, qu'on laisse un patient mourir comme ça, parce qu'on est dans des rapports qui sont des rapports marchands. On cherche coûte que coûte de l'argent, mais on ne cherche pas à soigner ce pour lequel on a été formé. Mohamed Amara, nous avons donc une vingtaine de minutes pour parcourir cette belle œuvre. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. À Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les djembés et les dounos résonnent partout. Les balas et les tamas résonnent partout. La kora et le goni sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les fournais et les djinnis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les baisers et les bongolas sont au rendez-vous. La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Le Mali agonise, tiraillé entre l'image fictive de belle démocratie des années 1990 et la situation cauchemardesque actuelle. Narcoterrorisme au quotidien, inégalité sociale grandissante et injustice prégnante. Voilà l'une
en partie donc ce qu'on peut trouver sur la 4e de couverture de cette œuvre du docteur en sociologie Mohamed Amara, qui est donc enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako, c'est au Mali, et chercheur au centre Max Weber de l'Université Lyon 2. Et rappelons donc en fait qu'il dispense aussi des cours à Sciences Politiques Lyon et à l'ISARA Lyon à Avignon. Il est avec nous donc ce soir. Mohamed Amara, une fois de plus, merci d'être des nôtres. Merci Juvenal de l'invitation. Tout ça pour vous seul. Vous trouvez le temps d'être à Bamako, d'être vous en Guinée, vous disiez tout à l'heure? Bien sûr, c'est une histoire d'organisation et de choix de vie. J'ai choisi de vivre ainsi, d'être différents pays et par conséquent, je m'organise. J'espère que je n'aurai pas trahi un secret. Je dois avouer qu'en préparant cette émission, donc samedi dernier, j'ai eu le privilège de joindre le docteur Mohamed Amara et il m'a dit je suis en famille, je suis avec les enfants. C'est beau parce qu'effectivement, c'est un constat qu'effectivement, outre votre agenda qui est assez chargé, vous êtes pris, vous trouvez aussi du temps pour la famille. Je n'ai pas trahi un secret, non? Non, c'est pas un secret, c'est normal. Les week-ends, en général, j'essaye de le consacrer à ma famille, bien sûr. Bien, donc ce soir, rappelons en fait qu'il y a donc cette dédicace, rencontre qui aura lieu samedi prochain. Ce sera où précisément? Ça sera donc le samedi 25 mai à la librairie Terre de Livres, 86 rue de Marseille, Lyon 7e. Et c'est de 15h à 17h. Et je serai avec un compatriote burkinabé qui s'appelle Tahirou Diao, qui a écrit Les jalons marquants d'une vie nomade, une très belle œuvre littéraire que j'ai lu, que j'ai dévoré. Je l'ai lu comme vous, je vais là. Voilà, quelqu'un de très bien, le livre est très bien, venez voir. Encore des belles choses à voir avec Tahirou Diao et avec moi peut-être. Bien, donc c'est avec Mohamed Amara que nous allons parcourir donc en fait cette vingtaine de minutes. Il nous reste un gros quart d'heure parce qu'effectivement ce soir son agenda est encore chargé, mais nous avons tenu à ce qu'il vienne nous rejoindre pour nous annoncer cette rencontre donc dédicace samedi prochain. Mali, on parle donc marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est et tel qu'il pourrait être. Expliquez-nous pourquoi avez-vous écrit cette œuvre et puis dans quel contexte en fait vous vous retrouvez en train d'écrire une œuvre comme celle-ci? Pourquoi je l'ai écrit? Je l'ai écrit pour la chose suivante. Pour moi, il est important en tant que Malien, en tant que entre guillemets chercheur de la diaspora malienne et africaine, de contribuer au développement de ce pays, à la résolution des conflits, des problèmes de manière générale. Donc, j'ai dit, une de mes tâches principales, donc, c'est d'écrire, c'est de verbaliser, de traduire ce que je pense à partir des observations que j'ai faites sur le terrain quand je voyage, et pour laisser quelque chose pour les générations à venir. Ça, c'est une des raisons principales, c'est transmettre ce que je constate, ce que je vois, en essayant d'être neutre. C'est la première, une des bonnes raisons. L'autre explication, le contexte dans lequel j'ai écrit cet ouvrage, c'est quand même un contexte où il y a un effondrement des systèmes démocratiques maliens, africains. On sait aujourd'hui qu'il y a quand même 4000 soldats français dans le G5 Sahel, c'est-à-dire les 5 pays, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Le Niger, excusez-moi, et que, comment faire pour que les Africains, à un moment, arrivent à penser par eux-mêmes, à contribuer à la compréhension de leurs problèmes, sans attendre que ça soit fait par d'autres acteurs. On a longtemps attendu que d'autres pensent à notre place, ce serait bien que nous, aujourd'hui, on contribue. C'est ce contexte-là qui est un contexte d'effondrement du système démocratique lié un peu à ces questions de narcoterrorisme qui sont évoquées dans le bouquin, donc la question de la criminalité organisée en particulier. Et pour moi, il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps pour penser ces problèmes et donc pour les proposer des solutions. C'est bien Mohamed Amara, donc pour ceux qui se joignent à nous qu'à cet instant, que je rappelle que vous êtes sociologue et que vous dispensez donc des cours. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako, c'est au Mali, et chercheur également au Centre Max Weber, c'est à l'Université de Lyon 2. Et il faut préciser également que vous êtes militant associatif, vous trouvez du temps
pour le CMRA, entendez donc le collectif des Maliens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais prendre un petit bout de ce... Voilà, à l'entendre, vous dites dans votre œuvre, aujourd'hui, il semble que les discours ne suffisent plus parce que le narcoterrorisme a de nouveaux visages, dissémination dans la population, engins explosifs, et que l'État ne contrôle plus l'entièreté de son territoire. Dites-nous, quand l'État ne contrôle plus l'entièreté de son territoire et qu'on voit des forces comme le G5 Sahel, Barkhane avec la France et j'en passe, vers qui doit-on se tourner, Mohamed Amara? Le premier acteur vers lequel on doit se tourner, ce sont les citoyens. Ce sont les citoyens. Quand l'État nous contrôle, parce que l'État, c'est chacun de nous. L'État est fait à travers nos impôts, à travers tout ce qu'on prélève, les taxes, la fiscalité, etc., etc., etc. C'est ça l'État. Et qu'après, c'est ce qui permet de payer des fonctionnaires, d'organiser des élections, etc., etc. Donc, ce sont ces citoyens-là, quelque part, qui font l'État. Et pour que demain, cet État-là se remette à pied, il va falloir passer par la formation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des écoles, que des jeunes soient formés et que ces jeunes-là, demain, soient à mesure de redresser la barre. Ça, je pense que c'est un élément fondamental, je dirais même central par rapport au redressement, à la reconstruction de nos États. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de se fier seulement aux politiques ou aux politiciens. Ils ont les rôles, mais les politiciens, ce sont nous qui les fabriquons. À un moment, il faut qu'on arrive à leur dire stop. Les politiques qu'ils sont en train de mettre en place, ces politiques-là, sont en train de nous précipiter dans une sorte de gouffre qui est quand même un gouffre politique, social, culturel, et que personne n'est prêt à assumer, parce que personne n'est d'accord sur ce qui se passe dans ces pays-là aujourd'hui. Mais il va falloir qu'il y ait des voix qui se lèvent pour dire stop, et donc proposer d'autres solutions. Et ça, c'est le rôle des citoyens. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce soir le docteur Mohamed Amara, qui est donc sociologue. Et ce soir, c'est l'écrivain que nous recevons. Il a déjà commis plusieurs œuvres et celle que nous avons choisi ce soir de découvrir et qui sera donc dédicacée donc samedi prochain. Samedi prochain, donc le titre c'est Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est et tel qu'il pourrait être. Je m'avais cherché en fait ce petit paragraphe. J'en ai encadré comme ça quelques-uns. Le Mali qu'on aime, voilà tel qu'il est intitulé. À Gao, dans la ville du nord du Mali, le 18 janvier 2017, tôt le matin aux alentours de 7h45, un kamikaze à bord d'un véhicule s'est fait exploser sur le camp du mécanisme opérationnel de coordination, le MOC, dont le bilan de cet attentat est d'au moins 77 morts et 115 blessés. Le meilleur arrive, revendiqué par donc Al-Mourabitoun, branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est l'attentat le plus meurtrier au Mali depuis l'éclatement de la crise en 2012. Il faut préciser que ce qui était aux affaires en 2012 ne sont presque plus les mêmes aujourd'hui. Les acteurs ont changé, mais l'État reste toujours, on va dire, dans une situation de difficulté face au contrôle. Que se passe-t-il ? Parce que la situation de 2012, qui vient quand même de la Libye, pour citer les choses historiquement, a fragilisé l'institution étatique. Donc, parlons de vous couper pour préciser donc en fait la situation de la Libye. On parle de la Libye après l'assassinat de Kadhafi. Tout à fait. Et donc essayez de revenir un tout petit peu sur cette situation-là. Mais c'était tout simplement la guerre que l'OTAN a déclarée à Kadhafi sous la présidence donc de Nicolas Sarkozy. Etc., etc. Et cette guerre qui est partie de la rébellion donc qui vient de Benghazi a mis à terre le pouvoir de Kadhafi et ça s'est terminé par sa mort, quoi, il a été tué comme un chien. Et donc le système démocratique s'est désagrégé et donc certains Maliens qui étaient dans l'armée de Kadhafi sont revenus au Mali avec des armes. Et ceux-là ont été le point de départ de la rébellion, le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad. Et après on fait un pacte avec des narcoterroristes qui étaient dans le désert malien, notamment en Sardine, le Moujao, etc., etc. Et ce pacte-là a été la prise, donc l'occupation des régions nord du Mali, plus de la moitié du territoire malien. Donc, pour revenir dans ma question de dire, en 2012, ces hommes qui étaient à la tête de l'État ne sont plus les mêmes aujourd'hui, mais fort curieusement,
on a le sentiment qu'en fait, les hommes qui sont aux commandes aujourd'hui semblent aussi dépassés par la situation qu'en 2012. Comment expliquer cela? Ben, par deux choses. La première, c'est que le Mali aujourd'hui n'existe plus tel qu'il avait été conçu et tel qu'il était avant 2012. C'est-à-dire que aujourd'hui, le pouvoir malien ne décide plus seul. Il y a donc une sorte de conglomérat, si vous voulez, d'ONG, d'institutions, etc., etc. La MINUSMA, Barkhane, les armées africaines, c'est ça, la MINUSMA, etc., etc. Les armées onusiennes, pour faire vite. Et que tout ça enlève au Mali une certaine autonomie dans la chaîne de décision, parce que tout doit être concerté, tout doit être mis en avant de décider quelque chose. Donc la question qui se pose, c'est la question de l'harmonisation. Et cette difficulté à harmoniser les différentes actions fragilise les actions de l'État. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication que je peux donner, c'est que aujourd'hui, les djihadistes, les narcoterroristes, lorsqu'ils ont occupé ces territoires du nord Mali, ont donc se sont bien installés. C'est-à-dire qu'ils ont eu des liens, qui étaient des liens parfois de non-sens, mais ils ont eu des liens et ces liens-là continuent aujourd'hui à exister. Donc, quelque part, l'État a du mal parce que les narcoterroristes, ils ont plusieurs visages, on ne les voit pas. Ils sont dissimulés souvent dans la population, etc., etc. Et donc, l'État a du mal à avoir en face de lui des ennemis qu'il pourrait combattre à visage découvert. Et donc, on a plutôt en face de nous des attentats, des voitures piégées, des hommes, des bombes humaines, etc., etc. Et ça pose d'énormes problèmes par rapport à l'État. Et pour finir, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs, je dirais même il y a un encombrement d'acteurs dans le Sahel, mais il y a un peu trop. Mais un peu trop, il y a un encombrement, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui fait quoi. On a des attentats tous les jours et partout, et ce n'est plus au nord, ce n'est plus au sud, c'est partout au Mali, partout au Burkina, partout au Niger, etc., etc. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de se poser la question suivante, qui est de savoir, est-ce que réellement les actions, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire une évaluation des actions qui sont menées au Mali ou dans les pays du G5 Sahel depuis 2012? Il faut évaluer ces actions pour savoir où on en est, où on peut aller. Ce qui n'est pas encore fait. Il y a plutôt des formes de rafistolage qui ne sont pas suffisantes pour moi pour résoudre le problème. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous sommes rentrés dans les dernières 5 minutes dans cet échange avec le docteur Mohamed Amara. Samedi prochain, pour rencontrer le docteur Mohamed Amara physiquement et pouvoir échanger avec lui et aussi avoir un exemple de cette belle œuvre intitulée Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être. Où est-ce qu'on vous retrouvera, docteur Amara? Ça sera le samedi 25 mai à la librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille, Lyon 7e. Ça sera de 15h à 17h et je serai avec un compatriote burkinabé qui s'appelle Taïrou Diaw, qui a écrit Les jalons marquants d'une vie nomade. Nous allons prendre donc ces quelques brèves. Donc, on le disait donc en titre, 7 morts et de nombreux blessés donc après la double attaque des collectivités de Boura et Kouri dans la nuit du dimanche au lundi 20 mai dernier. C'est dans l'est, le sud-est du Mali. Des hommes armés donc non identifiés ont attaqué le poste donc de contrôle de Kouri et le village de Boura. 4 suspects ont été appréhendés et mis à la disposition de la brigade territoriale et de la gendarmerie de Kouri. Également une autre double attaque toujours au Mali, donc simultanée contre la MINUSMA, qui est la mission multidimensionnelle donc intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Donc c'était à Tombouctou et à Tessali. 2 casques bleus nigérians et 3 tchadiens ont été la cible d'hommes armés. Samedi dernier, les assaillants auraient tenté de voler le véhicule des Nigérians et à Tombouctou a provoqué donc l'explosion d'un blindé sur une mine à Tessali, blessant les 3 tchadiens. C'est pas gai, c'est triste, c'est fort triste. Et vous l'avez déjà donné il y a longtemps et je voudrais donc revenir sur vous, docteur Mohamed Amara, pour comprendre. Quand vous dites que le peuple devrait reprendre le pouvoir, qu'est-ce que cela devrait donner? Des gilets jaunes?
Mais ça doit donner deux choses. Comme on n'a pas beaucoup de temps, le premier, c'est vraiment les jeunes. Et je mets beaucoup l'accent sur la formation. Pour moi, il est important parce que quand on est mal formé, c'est très difficile. Quand on est mal outillé, si vous faites des bonnes émissions, des émissions de qualité, c'est quelque part, vous n'êtes pas né avec ça. On vous a appris à le faire. Je pense que pour réclamer aux gouvernants ces droits, leur demander d'aller dans le sens de l'intérêt collectif, il faut avoir des outils et pour qu'il y ait une sorte de mouvement d'ensemble. Et ça c'est la formation, c'est l'instruction, c'est la transmission. C'est mal fait aujourd'hui dans ces pays-là pour les raisons qu'on venait d'évoquer. La deuxième et dernière chose, c'est il faut à un moment qu'on s'arrête, qu'on se donne le temps de faire un pas d'à côté. C'est-à-dire que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'arrange personne. Peut-être à se tenter, ça arrange certains. Mais demain, c'est des pays qui risquent de disparaître. En tout cas, le Mali tel que nous l'avons vécu, ça ne serait pas le Mali de demain. Donc, il faut à un moment se donner la main dans un esprit collectif pour transformer ces pays. Et ça ne peut se transformer qu'à partir des réformes éducatives, juridiques, de façon générale politique. Et ces réformes-là ne peuvent être incarnées que par des leaders, c'est-à-dire des gens qui sont capables de penser par eux-mêmes dans le cadre de l'intérêt général, de l'intérêt collectif. C'est pas l'intérêt d'une famille, c'est pas l'intérêt d'un groupe d'amis, c'est l'intérêt d'une nation. C'est pas l'intérêt d'une communauté, c'est l'intérêt d'une nation, c'est l'intérêt d'une république. Mohamed Amara, j'entends ce que vous dites, mais il y a un aspect non négligeable en fait de cette situation qui est aussi là. Beaucoup plus, vous évoquez les causes endogènes, en fait. C'est-à-dire, voilà, que les Maliens eux-mêmes doivent se pencher sur leur situation et trouver des solutions. Mais aussi, aujourd'hui, on est dans ce qu'il est convenu d'appeler un grand village planétaire. C'est d'où la présence, bon, je ne sais pas si c'est cela, peut-être je peux me tromper, des forces comme Barkhane. Donc, sachant que Barkhane, c'est aussi le fait que la France c'est l'ex-puissance coloniale. Donc, ce n'est pas forcément dans le cadre du grand village planétaire. Mais je veux dire, le G5 Sahel, parce que le Mali ne vit pas en vase clos. Donc le G5 Sahel et toutes les autres puissances internationales, j'ai l'impression qu'en fait, dans votre démarche, on parle très peu en fait de cela. Pourquoi ? Alors dans le bouquin, je parle beaucoup du G5 Sahel, je parle beaucoup de la nécessité des Africains de se réunir. Ce qui pose problème, c'est pas tant le fait qu'on soit malien ou nigérien ou autre. Ce qui pose problème, c'est une pensée globale, c'est une approche globale. On n'a pas une approche globale. Il faut arriver à articuler le local et le global. C'est ce qui manque. Mais si déjà localement ça ne va pas, comment pourrait-on faire pour qu'il y ait du global ? Un exemple simple et concret pour finir. Le G5 Sahel ne marche pas jusqu'à présent parce qu'il y a un problème de financement. Les Américains se sont désengagés. Les 5 pays africains n'arrivent pas à réunir l'argent nécessaire pour qu'il fonctionne normalement. Il y a un problème. Il suffit quand même, avant de mettre en place ce dispositif du G5 Sahel, il aurait été nécessaire pour moi de réfléchir à comment mobiliser des sous. Et ça n'a pas été le cas. Tout le monde s'est laissé faire. À un moment, on se dit, il n'y a pas d'argent. On attend toujours le miracle, mais le miracle, c'est nous qui le produisons. Docteur Mohamed Amara, merci beaucoup. Merci Juvenal. Donc, pour ceux qui veulent se joindre à vous pour en savoir davantage sur le contexte et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être les solutions les plus efficaces, on vous retrouve donc samedi prochain. Vous avez dit, c'est sur la rue de Marseille, à quelle adresse ? 86 rue de Marseille, samedi 25 mai, 86 rue de Marseille, 15h-17h, à la librairie Terre des Livres. Merci. Merci Juvenal. Bonne soirée et au plaisir. Toujours plaisant d'échanger avec vous. Merci. Alors, est-ce qu'on vous reverra pour Mali-sur-Seine ? Bien sûr. Donc, je veux dire, est-ce que aujourd'hui, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de vie associative dans la communauté afro, est-ce que vous êtes toujours membre dirigeant du CMRA ou pas du tout ? Moi, je ne suis plus le président. Le président, c'est Boubacar Samaké, que vous connaissez très bien, mais je reste quand même un des membres actifs dans le sens où moi j'ai transmis le témoin. Il faut accompagner Samaké pour que tout se passe bien. Il faut accompagner Samaké. Donc, vous n'avez pas songé à retoquer la loi fondamentale du CMRA pour... Non, c'est pas ça. Non. Est-ce que vous pensez aux jeunes au CMRA ? Bien sûr, il y a énormément de jeunes et davantage de femmes.
J'étais à la Réunion le dimanche dernier et il y a plus de jeunes que de moins jeunes. Bien, on espère cette fois-ci qu'il y aura des dames qui viendront en studio. Ce sera le mardi 4 juin prochain, précisément, où on recevra dans le CMRA qui viendra annoncer la 4e édition, c'est ça? 4e et je peux vous faire un scoop, vous aurez une dame. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.